Donc voilà le contexte de petite présentation là aujourd'hui. Donc c'est une présentation sur l'immunopathophysiologie autour de deux maladies auto-immunes démyélinisantes, donc la sclérose en plaques et le MOGAD. Et le choix que j'ai fait pour cette présentation, pour vous amener un tout petit peu vers l'activité recherche qu'on développe à Lille, c'est d'utiliser un projet de recherche pour chacun de deux maladies, en essayant, à travers de ces activités, de vous illustrer un tout petit peu quels sont les différents regards scientifiques autour des différentes pathophysiologies de ces deux maladies. Donc, ça sont des images que vous avez déjà vues en plus petit dans la présentation de Hélène, qui est juste pour illustrer qu'à la base de toute cette maladie auto-immune démyélinisante, il y a deux cibles pathologiques primaires. À gauche, c'est la démyélinisation, donc la myéline est marquée en bleu par le Luxor Fast Blue. Donc à droite, il y a encore présence de la myéline autour des axones. À gauche, il y a la lésion active où il n'y en a plus. Et le petit flèche autour des petits nucléaires qui sont indiqués, c'est en fait des petites indications qu'autour de ce processus, on perd au-delà de la myéline également les oligodendrocytes par le processus d'apoptose. À droite, là encore in vivo, la petite illustration de la dommage axonal et neuronal secondaire à cette activité inflammatoire. On voit donc une démyélinisation là où il n'y a plus de marquage rouge. Et en vert, qui est donc le marquage des axones, on voit donc des axones dénudés qui amènent à un dommage de fonctionnement. Et également, où on voit le blobbing en haut à droite, il y a perte d'intégrité de la membrane axonale qui permet une transection axonale. Et la perte totale est souvent irréversible de la fonction de ces neurones. Centrale, ou comment dire, ou sous-jacente à ces lésions, il y a toujours ces petites particularités qu'on voit souvent immunohistologiquement, la présence d'un blood vessel qui est, comment dire, enrichi ou qui reçoit l'infiltrat immunitaire qui est toujours central dans ces lésions. Et ici, c'est un exemple d'une lésion active dans la sclérose en plaques. Et donc ça, c'est un peu une diapo donc, qu'on peut généraliser dans la maladie auto-immune démyélinisante. Donc, on a cette composante pathologique, le cible pathologique centrale, la perte oligodendrocytaire et la perte de la fonction neuronale. Et au-dessus, vous voyez illustrer donc les différents composants immunitaires, aussi bien innés qu'adaptatifs, qui peuvent être mobilisés au cours de ces pathologies entre patients de sclérose en plaques ou entre les différentes maladies auto-immunes démyélinisantes, la mobilisation de ces différents bras immunitaires peut varier et surtout, on croit que la spécificité antigénique entre ces différentes pathologies est essentiellement altérée. On a donc en haut à gauche le recrutement classique de la réponse CD4, les T auxiliaires en français, qui mobilise également donc, macrophages et active les microglies. Le CD8 au milieu droite, donc les CD8 capables d'infiltrer les lésions et ont capacité d'interagir avec le neurone et oligodendrocyte avec une capacité de les tuer, donc le case of death médié par le CD8. Et à droite, avec là encore une implication variable, aussi bien le B que le plasma et la réponse humorale, donc les anticorps. Deuxième partie, c'est donc MOG Antibody Associated Diseases. Et ça, c'est donc cette particularité que moi, je n'aime pas trop. En tant qu'immunologiste, définir une pathologie par rapport à son cible antigénique, ça complique toujours un peu la raisonnement. C'était important parce qu'à la base, on démarrait, disons, de la sclérose en plaques, où on a une spécificité antigénique qui évolue au cours du temps. À côté, on avait un peu la sclérose en plaques dite japonais, donc le neuromyelitis optica, le DEVIX. Et pour le neuromyelitis optica, on commençait à identifier clairement des anticorps anti-aquaporin 4 qui amènent à cette astropathologie que Hélène a déjà décrit. Un tiers de ces patients NMO
n'avaient pas des anticorps anti-aquaporin 4. La question s'est donc posée, est-ce que dans cette maladie humorale, est-ce qu'il n'y a pas une autre cible antigénique? Et là, dû à l'intérêt depuis déjà un bon 30-40 ans dans la sclérose en plaques autour de la MOG, donc myelin oligodendrocyte glycoprotein, ils ont pu démontrer la présence des anticorps spécifiques pour cette protéine dans cette sous-groupe de la neuromyelitis optica. Et parce qu'en plus, les lésions étaient légèrement différentes au niveau de constitution, autrement dit, la démyélinisation dans ce modèle-là est donc directe, là où dans la NMO, il est donc indirect. Ça est donc devenu maintenant une pathologie indépendante et individuelle qui est donc nommée MOG oligodendrocyte antibody associated diseases pour clairement le différencier aux deux niveaux, un de la aquaporin 4 mediated NMO, mais aussi de la sclérose en plaques par rapport à donc cette spécificité antigénique qui est donc unique, qui est le MOG oligodendrocyte glycoprotein. Donc cette illustration de cette pathologie, je l'ai mis dans une petite animation ici à gauche. Donc ici en haut à gauche, on a donc la protéine MOG. Protéine MOG est toujours exprimée dans la outermost lamellae de myelin sheath. Autrement dit, il est carrément à l'extérieur ou exposé en partie de l'extérieur de la myéline, donc directement accessible aux anticorps. Et pour les immunologistes qui aiment bien la tolérance et la maturation de la répertoire, MOG, et ça c'est des observations propres à laquelle je contribuais autour de 2003, c'est une protéine qui est faiblement exprimée dans le thymus, donc peu de tolérance vis-à-vis de MOG. Autrement dit, dans la plupart des espèces et dans la plupart des individus humains, on trouve un répertoire T et B anti-MOG présent d'une affinité, pas haute affinité, mais moyenne affinité. Donc, c'est une cible idéale pour des pathologies auto-immunes qui, dans le cas de MOGAD, est donc médiée par les anticorps anti-MOG. Ici, ils sont illustrés autour de ces petits bouts rouges le complément. Donc, la démyélinisation se fait par des processus de complement-mediated cytotoxicity. Il y a une contribution potentielle, mais pas clairement décrite, de antibody-dependent cell cytotoxicity, autrement dit, les NK qui interagissent avec les anticorps pour également amener potentiellement à une cytotoxicité vis-à-vis des oligodendrocytes. Et surtout, et ça c'est important dans le projet que je vais vous dévoiler, on a également ici à gauche ce qui est le immune enhancement en anglais, donc la potentialisation de la réponse adaptative immunitaire, grâce au fait qu'on peut avoir des protéines MOG, ou carrément des petits bouts de la myéline, opsonisés par des anticorps anti-MOG. Grâce aux opsonisations, il y a une internalisation de ces complexes par le macrophage ou microglie dû aux Fc gamma receptors. Interne à cet APC, il y a donc un antigen loading process qui permet de molécules de MHC d'exprimer les antigènes qui deviennent de l'immune complexe et avec ça stimuler la réponse adaptative T qui les entoure. Donc un mode accélération dans ce type de lésion. Ce qui souligne dans cette dernière étape, donc cette importance des Fc gamma receptors. Il y en a plusieurs, ici c'est le type 1 Fc gamma receptors, qui c'est les CD16, CD32, CD64, qui sont de manière comment dire, différentielle exprimée sur le different myeloid cell populations. Dernier détail important à soumettre, non seulement les anticorps dans le MOGAD sont spécifiques pour MOG, mais en plus, ils ont tous l'isotype IgG1. Et donc là, c'est quelque chose que je viens de mettre en exergue, juste une diapo pour en finir, pour mettre donc en biais, pour polariser la vue entre sclérose en plaques à droite et des anticorps MOGAD, mais aussi NMO à gauche, ou dans le cas des maladies auto-immunes démyélinisantes, MOGAD et NMO, on raisonne par rapport à une attaque médiée par une réponse humorale qui est lui-même directement pathogénique et qui amène donc une réponse inflammatoire pas dissimilaire à quelque chose comme une réponse antivirale ou antimicrobienne, dans laquelle il y a intervention, destruction tissulaire et souvent derrière il y a contrôle, contraction et ces lésions sont donc temporaires et il y a une évolution favorable de manière naturelle. Et à côté, il y a donc la complexité de la sclérose en plaques, une maladie qui évolue au cours du temps, une maladie qui n'arrive pas à s'arrêter,
on réfléchit de moins en moins par rapport à une antigène cible qu'on a ratée pendant les dernières 50 années, mais on raisonne de plus en plus par rapport à une situation dans laquelle il y a des facteurs qui amènent à une dérégulation, à une déstabilisation de la réponse inflammatoire. Et c'est cette chronicité pour des arguments au-delà de spécificité autoréactive ou spécificité qui cause cette progression perpétuelle de la dégradation de l'intégrité du CNS. Et avec ça, je veux surtout souligner toutes les jolies gens qui sont contribués à cette activité et cette aventure qu'on a vécue depuis les dernières 5 ans. Et avec ça, moi, je me termine là en espérant qu'il reste un peu de temps pour Olivier.